Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cette nouvelle année 2024. Alors, ici, c'est Azra et Stéphanie. Bonne année. Oui, on vous souhaite beaucoup de santé, bonheur et du succès dans vos projets personnels et professionnels. Et quelle meilleure façon de commencer votre année que d'écouter Tous les profs en parlent. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureuses, très choyées parce que nous avons un invité très spécial avec nous. Alors, on invite à se présenter. Oui, bonjour. Je veux aussi quand même en profiter pour souhaiter mes vœux aussi un nouvel an de santé à tout le monde, tous les auditeurs, auditrices. Mon nom est Philippe Saint-Laurent, directeur général de l'école Plein Soleil à Sherbrooke. Excellent. Ben, bienvenue, Philippe. Merci. Nous sommes vraiment heureuses de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours professionnel, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis comment tu t'es rendu au poste que tu as pour porter le rôle que tu as? Ben oui, absolument. Ben d'abord, au niveau professionnel, venu étudier à Sherbrooke, natif de Rimouski, aux études à Sherbrooke, au OK. bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé de 2000 à 2004. Fait que faites vos calculs. Donc hier. Oui, exactement. Donc, 2000 à 2004 en éducation physique. Et puis, j'ai commencé à enseigner, en fait, au départ, dans une école de Sherbrooke, au Touret, je fais un petit peu de suppléance. Par la suite, au Salésien, en enseignement. Et rapidement, j'ai eu des opportunités en direction adjointe. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans ce milieu-là pendant 14 ans. Et maintenant, depuis 5 ans, le directeur général de l'école Plein Soleil, petite école à Sherbrooke, qui a grandi. On a vu plusieurs nouveaux élèves entrer à l'école dans les dernières années. Alors, bien fier de travailler dans cette communauté-là. Oui. Ben, quel beau parcours. Beaucoup de belles expériences à travers différents niveaux, différentes écoles également. Donc, on est très choyés de t'avoir parce qu'on parle d'un sujet très chaud, très du moment, avec le retour officiel en classe pour tout le monde, surtout au Québec. Alors, on va parler en fait de la relation parents, enseignants et école, parce que c'est un sujet essentiel dans la réussite éducative et scolaire de tous les jeunes. Donc, En effet, étant donné qu'on parle souvent avec entre nous, qu'on parle tout le temps de équipe, collaboration, mais on peut pas mettre de côté que les parents font partie de l'équipe. Donc, il y a un triangle pour assurer l'apprentissage. Donc, c'est le fun qu'on puisse parler de ça pendant au moins tout un podcast. oui. Et pour toi, Philippe, peux-tu nous parler de l'importance que tu accordes justement dans la collaboration entre l'école, les parents, concernant la réussite des élèves? Ben, c'est certain là que un des premiers facteurs, en fait, c'est que les parents, là, ils vont nous confier leurs enfants pendant toute cette durée-là, pendant ce temps-là. Donc, quittent la maison, sont des éducateurs eux, à la maison, et puis nous refilent cette tâche-là là, pendant plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par jour. Puis nous aussi, après ça, hein, on leur redonne l'enfant, on leur redonne à la maison avec des éléments qu'il a appris, qu'il a vécu dans sa journée. Donc, le parent aussi, dont va recevoir son jeune après l'école, puis va dire, OK, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Et là, tout ce lien-là, en fait, à travers l'enfant, devient absolument essentiel. On devient des éducateurs ensemble. Oui, sur des sujets différents, mais plusieurs sujets quand même qui sont communs. Fait que c'est certain que le lien avec la famille est complètement essentiel. Ouais. Les parents, on doit développer un lien de confiance important avec eux. Quand le lien de confiance est là, quand la communication est là, après ça, on est capable d'avancer. C'est le même élément aussi important avec les enseignants. Oui. Le lien de confiance est selon moi, la base là, du développement de l'éducation, du développement avec les jeunes. Donc, autant avec je pense, la relation enseignant-enfant que celle école-parent, ce lien de confiance-là est essentiel. Oui, comme le dire, ça prend tout un village pour élever un enfant, mais je pense que ça prend tout un village aussi pour permettre de réussir à l'enfant également. Donc, autant que l'enseignant joue un rôle primordial, le parent a également sa place dans ce rôle-là. Puis en fait, c'est crucial qu'il y ait une collaboration entre les deux pour amener l'enfant justement vers la réussite. Donc, et toi, comme en fait, t'as eu l'expérience, justement, cette relation-là qui est si essentielle, tu l'as vécu en tant qu'enseignant,
là, tu la vis en tant que directeur d'école. Est-ce que toi, ton rôle, en fait, est-ce que ça fait partie de ton rôle un peu de justement promouvoir une relation de collaboration, de coopération et de tisser des liens entre justement les parents vis-à-vis l'école, mais également vis-à-vis les enseignants? Oui, c'est à nous, avec l'équipe école, de trouver des moyens justement pour valoriser ce lien-là dans le formel, l'informel, mais il y a différents moyens qu'on utilise, oui, à l'école. Il y a plusieurs moyens utilisés dans d'autres aussi milieux là, qu'on peut s'inspirer. Mais oui, c'est un de mes rôles là, d'assurer le lien avec les parents, c'est certain. Et comment tu fais? Ben, il y a pas beaucoup de secrets autres là, que de la présence. Donc, de s'assurer d'abord que les parents peuvent avoir accès à certains, dans plusieurs événements, avoir accès à l'école, de créer des événements, d'être présent, d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux, échanger. Moi, j'ai pas la chance de rencontrer les élèves, là, la petite classe au complet, puis tisser ce type de lien-là avec une classe là, pendant 10 mois. Où là, ben, tu as un certain nombre de parents. Moi, c'est les parents, c'est sur l'ensemble de l'école. Fait que de mon côté, là, c'est de cette façon-là, c'est en présence, créer des événements famille, d'en profiter, d'aller discuter avec eux. Sinon, ben, au niveau formel, on a toutes les rencontres de parents, évidemment, là, où là, les enseignants vont tisser davantage de liens avec le parent. Je pense que ça, c'est un moyen très important. Je pense qu'on met peut-être pas assez l'accent en début d'année sur l'importance de cette rencontre-là. Cette première rencontre-là, ce premier moment. Pour toutes les parties impliquées. Exactement, où là, on a la chance de montrer, bon, c'est quoi notre école, oui, c'est quoi notre philosophie, comment qu'on voit l'enseignement, comment qu'on voit notre classe, comment on va la gérer. Et là, ça permet déjà de tisser des liens. Je pense d'avoir une rencontre très simple, très humaine, de pouvoir que les parents comprennent la valeur de l'enseignant qui va s'occuper à qui tu vas confier ton jeune là, pendant plusieurs heures. Ben ça, c'est, je pense que c'est un élément majeur. Puis si s'il y a un enseignant dans ton école qui vient te voir et qui dit j'ai de la misère à tisser des liens avec les parents, ça serait quoi l'accompagnement que tu donnerais? Est-ce que tu fais des rencontres à 3? Ça serait quoi la première voie pour aider à travailler cet aspect-là? Ben, là, si on parle plus en intervention avec un parent qui c'est un peu plus difficile, oui, absolument, rencontre à 3, de participer à la communication aussi, de soutenir l'enseignant dans ses communications, autant courriel, de s'assurer. Souvent, dans ces éléments-là, on a un peu d'émotion, là, alors juste de s'assurer de discuter de l'émotion, de faire le tour dans le courriel, de s'assurer du début, de la fin, d'une belle ouverture, puis après ça, de rencontrer avec l'enseignant, c'est quelque chose qui peut très bien se faire, ou simplement coacher aussi dans la prochaine discussion ou dans le prochain enjeu. Ça se fait très bien, mais sinon, je veux dire, la quantité d'activités qu'on peut faire, que ce soit plein air, lecture en classe, je veux dire, on a des enseignantes en ce moment, une enseignante qui fait du tricot, là. Alors, quelle façon de tisser des liens avec les parents, avec les grands-parents, dans la présence en classe. Alors, c'est extraordinaire. En fait, j'adore le fait que tu avais mentionné le mot émotion, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier lors de ces rencontres-là, lors des échanges, parce que il y a un enfant au milieu de tout ça, et ça amène justement beaucoup d'émotions. Des fois, ça peut être de l'émotion vive, ça peut être de belles émotions, mais c'est pas juste un apprentissage de gestion administrative, gestion de parents, mais gestion d'émotions, parce que l'enseignant ou l'inverse, le parent qui reçoit, on peut réagir d'une certaine façon qui est pas nécessairement représentative de la situation, mais vu que l'émotion est intégrée à l'intérieur de ça, donc la gestion devient un petit peu plus lourde et beaucoup plus grande. Ouais. Donc, c'est un grand défi. C'est un grand défi, je pense, développer l'empathie, là, de comprendre ce que le parent est en train de vivre. Puis je vois une très grande différence entre le secondaire et le primaire. J'ai la chance de le vivre au secondaire, c'est-à-dire que là, le parent, en majorité, connaît davantage son enfant comme élève, connaît un peu ce qu'il fait au primaire en classe. Donc là, quand on rencontre le parent pour différentes occasions, parfois, il y a un peu moins d'émotion. Il connaît son... Là, je vois 2 enseignants du secondaire qui disent « Non, c'est pas vrai ça qu'il y a moins d'émotion. » En général, un petit peu moins d'émotion. Je me rends compte qu'au primaire, souvent, là, on découvre notre enfant comme étant un élève, comme étant un acteur dans un groupe. Oui, parce que c'est pas la même personne à la maison qu'à l'école. Ça devient complètement différent. Et là, on reçoit des parents où là, on a des annonces à faire. On a expliqué un peu comment nous, on le voit, comment nous, on le vit.
Ça crée des chocs, ça crée des émotions. Il faut saisir ça avant la rencontre. Il faut comprendre ça avant la rencontre. Il faut être très, très empathique de savoir, comprendre quelles émotions vont vivre, puis pouvoir ensuite là, rencontrer le parent, puis être capable de lui dire les vraies choses qui se passent aussi. Il faut être transparent, mais quand même, il faut arriver avec une certaine préparation, en tout cas dans cette gestion des émotions-là. C'est sûr. Parce C'est que essentiel. Ouais. tu l'as dit tantôt, les parents confient quand même la personne qui est la plus chère à leurs yeux. Donc, Mhm. les émotions, c'est 100% Naturel. sûr que ça embarque. Puis, avec des fortes émotions, c'est normal. En fait, en tant qu'être humain, c'est un travail d'une vie, gérer des émotions. Fait que lorsqu'on touche à un enjeu qui est très, très proche de nous, ben, Mhm. c'est normal que l'enseignant va être confronté à des grosses émotions. Puis, tu sais, une des formations que moi je trouve importante en tant qu'enseignant, c'est travailler sur la gestion des émotions Tellement. autrui et Oui. les nôtres. Prendre un pas de recul, reconnaître l'émotion, Tellement. pas la dénigrer. C'est toutes des informations que plus j'avance dans mon parcours, plus je me dis c'est tellement essentiel, puis plus tu comprends ça, plus la communication générale Ouais. avec élèves, avec collègues et avec parents est plus facile. Tout à fait. Puis c'est excellent que tu mentionnes ça parce que ça, c'est un apprentissage que malheureusement, on fait sous le terrain. C'est pas un apprentissage pédagogique qu'on a appris lors de notre baccalauréat, lors de l'apprentissage. C'est vraiment sous le terrain parce qu'on connaît tout concernant l'enfant, mais pourtant, le parent joue un rôle crucial. Puis quand c'est le temps de justement rencontrer le parent, discuter des défis, des forces, ainsi de suite, là, on est confronté à des situations qu'on n'a pas nécessairement les outils pour y faire face et c'est là que ça peut devenir, en fait, pas nécessairement dangereux, mais ça va créer des conflits et ça peut impacter directement l'élève, ça peut impacter le parent parce qu'un parent, justement, ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que jusqu'à quel degré que le parent a une influence sur la motivation de son jeune auprès de l'école parce que si justement il y a un conflit qui se crée, parfois ça arrive que ça revient à la maison, ce conflit-là de la part du parent, et là, est-ce que ça impacte la motivation auprès de ce jeune-là dans la classe de cette enseignante-là ou de ce cours-là? Je pense que c'est certain que le parent qui reçoit son jeune le soir, qui lui aussi là, fait preuve d'une bonne intelligence émotionnelle, qui va l'écouter, qui va travailler avec son enfant, c'est certain, qui va le guider, mais qui réussit à garder ses émotions pour lui et pour son conjointe ou pour quelqu'un d'autre avec qui il va se confier après, mais que les émotions, ils puissent, donc comme parent, ne pas le transmettre à son jeune. Puis ça, c'est tout un défi. Ah oui. Parce qu'on reçoit notre enfant là, comme parent, soit ton jeune, là, très triste, là, démoli de la situation de la cour d'école. Et là, on veut, comme parent, s'en occuper, on veut y aller dans le cours d'école, on veut intervenir. Oui. Mais là, il faut faire confiance encore là, faut faire confiance à l'école. Il faut réussir à conserver ses émotions, puis à pouvoir en discuter avec notre conjoint ou encore tout simplement, là, hein, on respire, on se recule, fait une petite introspection, puis après ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller adresser à l'école. Parce que parfois, des éléments, là, on doit collaborer ensemble. Souvent, là, les parents nous lèvent des drapeaux qui sont importants, puis grâce à eux, on est capable de continuer d'avancer, de progresser en supervision du jeune. Je parlais d'éléments de la cour d'école, fait que c'en est un important. Fait que c'est quand je rencontre les parents en début d'année, c'est je peux pas appeler ça une mise en garde, mais c'est un élément que je mentionnais là, que je mentionne encore, c'est de dire, moi, là, je vais pas aller m'immiscer sur l'oreiller, là. Vous avez le droit de dire, puis de penser ce que vous voulez, puis d'avoir vos opinions et vos émotions. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ça, on le partage pas nécessairement à l'enfant pour pas teinter, lui, son lien avec l'enseignant ou avec l'ami. On peut partager des trucs, mais on peut aussi ouvrir le lien avec l'école par la suite avec des points clés, puis après ça, on va avancer. Oui, parce que c'est des éponges sur tous les niveaux. Pas juste puis c'est un apprentissage tout le monde, là, dans l'apprentissage, oui, scolaire, mais en comportement, à vivre ensemble. On vient de vivre la pandémie, là, où là, des jeunes ont été coupés. Il y en a d'autres qui reviennent de grève actuellement de plusieurs jours, là, où là encore, toute la socialisation, ça a été plus compliqué. Alors, on doit travailler ensemble avec la famille, nous, avec tout notre personnel, ensemble, en équipe, là, surveillant, enseignants, titulaires, professionnels, là, pour faire progresser nos jeunes. Là. Puis tu sais, des fois, même des choses banales à la maison. Moi, je vais prendre un exemple en mathématiques, c'est ma matière, hein. Puis des parents qui disent ah l'algèbre, ça c'était tough, j'aime pas ça. Mais l'élève arrive, on l'a même pas commencé à l'algèbre, puis il dit ah je vais pas être bon.
Puis là, je fais puis là, finalement, après, Ouais. tu travailles parce que ça demande beaucoup plus de travail pour la Ouais, parce motivation puis tout. ça Là, va l'élève est teinter. comme c'est pas si pire. Mhm. Comme, hey, Tout à fait. j'en travaille plus à cause d'un petit commentaire, là. Absolument. Puis Tout à fait. le Ouais. parent, lui, il voulait juste partager que lui, il avait pas aimé ça. Ben, il y a des impacts quand Tout même à fait. assez grands La sur la lourdeur des motivation, là. mots Ouais. là, par rapport à la confiance en soi et la motivation, surtout ça, quand ça vient des parents, c'est incroyable là, à quel point ça peut les affecter. Là. Mais justement, t'avais parlé quand il arrive de la cour d'école, puis comment la gestion, parce qu'on le sait très bien que malheureusement et heureusement, c'est un couteau double tranchant, les parents, ils ont une vision de l'éducation qui diffère, bien sûr, parfois, souvent, de la réalité, parce qu'on a cette mauvaise stigmatisation de « Ah, j'ai été à l'école, je sais comment ça marche ». Comment tu gères justement des cas où est-ce que tu as des parents qui vont arriver, parce que tu dois en recevoir des parents qui vont dire « Ben ça devrait être fait comme ça » ou moi je sais que ça fonctionnerait mieux comme ça. Comment tu gères ces approches-là? Parce que c'est sûr que ça peut créer des conflits entre ton équipe et les parents. Ben, je peux donner un petit exemple. En fait, je parlais tout à l'heure des rencontres formelles en début d'année. Nous, cette année, on a décidé avec ma collègue, la direction, de rencontrer l'ensemble des parents pour parler de l'évaluation. En fait, l'évaluation par compétence, c'est vraiment différent de ce qu'eux ont vécu comme élèves. Alors, présenter une petite vidéo, expliquer c'est quoi la compétence, le jugement professionnel et où ça place là-dedans versus la note sur le bulletin. Très rapide, là, rien de pas une conférence sur l'évaluation là, pendant des heures, mais vraiment un 15 minutes, 20 minutes, vraiment pour centrer sur cet élément-là. Puis pour nous, ben ça, c'est, entre autres, c'est une façon de pouvoir s'assurer que le parent comprend bien mon système, en tout cas, l'évaluation actuellement. Puis ça pourrait être sur différents sujets. Puis je pense que c'est notre objectif là, à chaque année, à tout de moins cette portion-là de le faire. Oui, ben voilà. pour pas amener de l'ambiguïté entre leur façon de faire ou ce qu'eux autres ils ont connu, parce que l'école, il y a quelques années, n'est pas la même école d'aujourd'hui, donc c'est une réalité à laquelle je suis certaine que tu dois y faire face régulièrement. Fait que je trouve ça extraordinaire comme idée d'amener en début d'année des vidéos ou des explications pour qu'ils comprennent non seulement le fonctionnement administratif de l'école, mais surtout l'aspect pédagogique de la scolarité. Des rencontres aussi avec les parents, là on en discute, on comprend que le parent est un peu plus permissif, un autre qui est un petit peu plus sévère, plus punitif, plus de punition, d'autres on comprend le type d'éducation qu'ils utilisent à la maison, ben avec eux là on réexplique l'aspect de groupe là on a plus de 20 élèves dans chaque classe, ces règles-là, faut les appliquer de cette façon-là avec telle rigueur. Et l'autre ben c'est alors quand on l'explique puis on discute, puis on prend le temps là avec le parent dans nos rencontres de le faire. Face à face, encore le meilleur moyen. Teams a amené des la visioconférence a amené quand même un moyen intéressant là, de rencontrer nos parents puis de les voir, les prendre sur leur milieu de travail. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, mais de prendre ce temps-là, de expliquer notre vision, pourquoi on le fait. Les parents comprennent là en très grande majorité puis avancent avec nous là. Puis justement, en parlant de le fait que vous faites la démonstration de différentes variantes pédagogiques au sein des parents, est-ce que tu pourrais nous partager d'autres initiatives, mais plutôt spécifiques, mises en place pour encourager l'implication des parents dans le processus éducatif de leurs enfants? Oui, mais je parlais encore de présence. Nous, là, je suis un peu plus concret avec ce que nous, on fait à l'école. Nous, on est une coopérative aussi. Avec les parents sont membres, ils ont une part sociale. C'est certain que ça crée une belle implication aussi. Alors, au-delà du conseil d'administration qui est vraiment composé là presque uniquement de parents, quelques travailleurs aussi, quelques employés de l'école qui sont là, mais sinon, c'est des parents qui sont impliqués. Fait que c'est une façon là eux d'entendre parler de l'école, le voir, de partager ce qu'on fait de bien aussi dans leur réseau. Fait que ça, c'est pour le conseil d'administration composé de parents. Après ça, on a aussi un comité de parents qui est important dans l'école aussi. Qui, eux, vraiment, là, touchent un peu plus à ce qui se passe sur le terrain. Fait qu'eux vont donner un montant d'argent qu'ils vont donner à des projets pour les élèves. Alors là, sont impliqués directement dans les projets, viennent à l'école, entrent dans l'école, participent au projet, font une petite supervision de ce projet-là. Fait que pour nous, ça a été un autre moyen, encore une fois, de créer une belle collaboration avec les parents. Notre bibliothèque, c'est des bénévoles. C'est des parents, des grands-parents qui viennent ouvrir la bibliothèque. Oui, absolument, qui sont là, ils viennent donner de leur temps.
Fait que c'est eux, bon oui, il y a il y a un comité qui est responsable, mais c'est des parents et des grands-parents qui Est-ce que sont c'est là. plus difficile à travers les années d'avoir des parents impliqués? Est-ce que c'est une réalité sur le terrain ou ça reste constant tous les années? Je dirais que c'est constant. Non, Ok. ça va, en tout cas, ben là, de mon expérience dans ce milieu-là, en Ok. 5 ans, avec le mix pandémique, mais en 5 ans, je dirais que oui, Ben, les parents, là, on les trouve, ils viennent, ils sont présents. Ouais. C'est intéressant de le savoir parce que des fois, on a justement l'aspect culturel qui va dire les parents sont moins présents dans la vie de leurs jeunes, mais pourtant, ça fait du bien d'entendre Je qu'il peux y a pas une implication mentionner qui est ça. là. On a des toutes sortes de sorties sportives là, en plein air ou à piscine. Et puis, je peux vous assurer de notre côté, en tout cas, les parents sont présents. Donc, quand le lien est bien tissé, quand ils ont l'opportunité d'être là avec des limites, là, mais quand même. Donc, ils vont s'arranger pour Ouais, être... absolument, mais ça, ils c'est sont super présents. intéressant. Mhm. Est-ce que c'est une réalité, Stéphanie, toi qui es au secondaire, est-ce que c'est la même chose ou s'il y a un Ben, changement? il y a des comités de parents qui font la même chose, là, qui aident pour certains projets avec les élèves, donc pour ramasser des sous, ainsi de suite. C'est sûr qu'ils sont présents dans les CA, ainsi de suite. Est-ce qu'au secondaire, on voit beaucoup de parents nous accompagner dans les sorties? Non. Non. Non, au-delà de ça, là, l'enfant veut pas En effet, nécessairement un adolescent, voir son parent. le but de l'adolescence, Oui. c'est aussi de trouver sa propre Tout à fait. personnalité, mais je sais qu'il y a beaucoup de fêtes de famille, de quartier, que les parents sont là, les enfants, les ados sont contents que les parents soient là, ben de loin. Ouais. Tu sais, c'est normal, là, ben ils sont présents. Surtout les équipes sportives, les parents Mhm. sont vraiment présents pour encourager. Donc c'est là qu'on les voit beaucoup plus dans le informel. Oui, vraiment, Puis- j'ai de parents qui sont présents à ce niveau-là dans les estrades, qui Tout à encouragent, qui fait. sont là pour les lifts, mais qui veulent en savoir Oui. beaucoup. Puis je reviens du pouce sur ça, que des activités famille, ça peut aller, là, bon, il y a une activité famille qui est à l'accueil, là, qui se fait au Salésien, qui se fait qui est très positive, justement, pour rencontrer les parents, rencontrer les membres du personnel. De notre côté, on est même allé voir le Vert et Or, football, comme activité début d'année. Plusieurs familles qui sont là, serrent des hot dogs, passe un moment avec eux. Fait que quand je parlais de informel, c'est très, très riche, là. C'est essentiel, je Ouais. pense. Il y a la même chose avec l'école de mes enfants. Ils font justement une fête de la rentrée. Puis c'est tellement agréable de voir l'équipe dans un autre environnement que celui d'un cadre scolaire. Et ça va vraiment, comme vous avez mentionné tantôt, ça va venir tisser des liens dès le début. Donc, c'est la rentrée scolaire. On a déjà eu la rencontre avec les enseignants, donc un petit peu plus formel. Et là, on fait la fête où est-ce que justement, il y a des jeux, c'est le fun. Et on a le temps de discuter avec l'équipe scolaire. C'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment une belle façon. Ça vient justement briser des fois les barrières de ce qui est éloigné, peut-être des fois pas oser poser des questions, s'informer. Donc ça, je trouve que c'est une initiative excellente, puis ça devrait être en fait partout dans toutes les écoles, parce que non seulement que les parents vont tisser des liens, mais les élèves entre eux, et là, ils vont voir leurs parents communiquer, échanger, et le travail d'équipe, quand il est perçu comme ça, ben le jeune ça va être beaucoup plus facile d'atteindre la réussite, là. Oui, Donc, je crois beaucoup à ces rencontres-là, tout c'est à fait. essentiel. Ouais. Ça nuance ses émotions aussi. Mhm. Et surtout, exemple, si tu enseignes une matière que l'enfant a de la difficulté, qui est pas motivé, en général, le parent est beaucoup plus en opposition. Mais s'il a déjà tissé des liens informels avec toi, il peut plus nuancer en disant, ben, regarde, c'est plus facile à établir une différence entre l'humain et la matière. Puis justement, dans les différentes approches, est-ce que, selon toi, connais-tu quelles ressources ou des programmes qui ont été déployés pour soutenir les parents, donc que ça soit pour les aider à comprendre le système éducatif ou pour mieux accompagner leur enfant à la maison? Parce que ça, on va l'entendre souvent, même moi, comme enseignante, je l'ai entendu. Ah, comment je fais pour aider mon enfant? Comment je fais pour aider mon enfant? Est-ce que vous avez déjà quelque chose de mis en place? Est-ce que vous avez une procédure? Si tu pourrais nous en parler peut-être un peu? Ben, c'est certain que, bon, à l'interne, on a des services, là, on a des professionnels qui travaillent où les enseignants peuvent, les enseignants, oui, les enseignants aussi, mais les parents peuvent s'y référer, là, pour différents sujets, que ce soit avec orthopédagogue, psychoéducatrice, là, où ils vont pouvoir guider les parents à l'externe. Il y a plusieurs ressources en ligne maintenant, là, qui sont très, très bien faits. Au niveau pédagogique, je veux dire, je peux juste aller au prof, là, quand on a besoin de soutien pour la matière, pour l'apprentissage, de dire, ben écoute, j'ai peut-être cet élément-là, je le travaillerai, mon enfant est disponible le soir, ça fonctionne bien, là, un petit temps avec lui, ben juste aller au prof, au-delà du soutien de l'enseignant, ben aller au prof pour en fournir. Puis pour les parents,
Je pense que c'est Aider son enfant, entre autres, qui est une autre plateforme en ligne. Peut être offerte là, par l'école, plusieurs capsules, vraiment très, très bien développée aussi, ouais, pour Puis les parents. Là. est-ce que vous donnez une trousse d'outils à rentrer, Ouais, mettons, aux c'est ça. parents? Parce Qui que ont je accès sais à la aussi même que place. Radio-Canada fait beaucoup de balados Ouais. sur les parents, l'éducation, comment accompagner bien en bienveillance. Donc, est-ce que vous donnez une trousse avec certaines ressources pour que ça soit plus facile? On donne pas de trousse directement aux parents. On fait pas affaire nécessairement non plus avec toutes ces ressources-là, nécessairement. Je parle de mon milieu, de notre côté. Nous, on a nos ressources professionnelles avec qui on outille beaucoup les familles. On ajoute à ça 2 programmes là, vers le Pacifique et hors-piste. Je vais parler un petit peu plus d'hors-piste qui vient vraiment pour tout ce qui est justement bienveillance, gestion des émotions, les relations et ce qui est intéressant, bon, un programme gratuit qui vient de l'Université de Sherbrooke et avec lequel il y a un suivi qui se fait à la maison. Donc, on explique ce qu'on fait, nous, comme atelier avec les enfants, les enseignants titulaires avec les professionnels qui travaillent. Et par la suite, on envoie ça à la maison, puis on envoie des pistes de discussion ou des pistes de jeu, dépendamment des niveaux, pour continuer sur ce sujet-là. Et tout ce qui est autour de la bienveillance, pour nous, c'est un sujet qui est pour toutes les écoles, qui est fort important. Mais ça, c'est une plateforme qu'on utilise, là, nous, actuellement, où on a un bon succès. Là. Peux-tu me rappeler le nom de la plateforme? Hors piste. Excellent. Pour nos auditeurs et C'est- auditrices qui puissent C'est bien le fun vu l'approprier. que vous donnez des devoirs à faire avec parents. Ouais. Ça travaille le lien Mhm. parent-enfant et ça montre aussi Tout à fait. le travail d'équipe. Que le parent fait OK, tiens, on le fait ensemble. C'est pas juste une corvée, là. Oui, très content que l'équipe embarque entre autres dans ce programme-là, qu'ils puissent le travailler à travers de leurs cours, à travers différents sujets aussi dans leur matière. Fait qu'on est ça, franchement, c'est un programme super intéressant. Puis, est-ce que à travers tes années, tes expériences dans ton rôle, est-ce que tu as constaté des changements majeurs dans ta responsabilité vis-à-vis des parents en tant que directeur au fil des dernières années? Oui, c'est sûr. Je parlais un peu de la différence secondaire-primaire. Mhm. Ça a été important quand même Oui, dans les parce que t'as fait premiers. un changement de ton absolument, dans côté, les toi. premiers temps. C'est ça. C'est des parents de différentes générations là qu'on a. Mhm. On a des grands-parents aussi qui sont impliqués. Fait que c'est des parents aussi qui travaillent beaucoup, qui ont plusieurs qui travaillent à différents endroits, qui ont plusieurs activités. Alors, je pense que dans le défi de communication reste hyper important là, c'est de pouvoir réussir à trouver des bons moments avec eux pour discuter, pour échanger quand on vit un élément qui est plus difficile avec leur enfant. Je pense que l'implication, pour moi, l'implication des parents, elle reste importante dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé. Les parents ont fait des choix, ont fait le choix de venir à cette école-là. Et puis ça permet donc vraiment un lien qui est facilité. Ouais. Là, la question qui tue. Mm-hmm. Est-ce que les parents au primaire sont plus exigeants que les parents au secondaire, selon ton expérience? Comme je parlais du choix, là, des parents qui arrivent avec un choix d'école, qui ont choisi les valeurs, alors sont exigeants à ce qu'on respecte ces valeurs-là, puis l'engagement qu'on prend envers eux en début d'année. Je dirais que la grande différence reste à le parent qui découvre son enfant dans le milieu scolaire au comme primaire. tu l'as mentionné au début. Je l'ai mentionné au départ, et ça fait en sorte que les attentes sont élevées. Puis, dans les années que tu as vécues, est-ce que tu as rajouté un chapeau en tant que directeur avec la relation parent-école que tu n'avais pas besoin avant? Puis là, tu es comme, oh, faut que je sois un médiateur plus qu'avant ou je dois être un facilitateur? C'est une très bonne question. Il y a un chapeau que j'ai mis, c'est celui de parent, là. Qui ça a changé un peu ma vision, puis a changé mon empathie avec le parent. Parce que quand ton propre enfant passe à travers du système scolaire, voit des choses, tu vois des éléments en arrière-plan, et là je me dis, j'aurais apprécié, moi, que comme direction, d'avoir eu un peu d'infos sur cet élément-là. Fait que là, je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus rapide pour fournir cet élément-là. Fait que ça, c'est un des chapeaux moi, que je pense qui rend service, qui me rend service, en tout cas, pour anticiper
certains points. Sinon, non, je pense que dans toute communication, d'être transparent, d'être empathique, de comprendre comment le parent vit cette situation-là, en tout cas d'essayer de l'anticiper un peu. Il y a des situations qu'on peut pas nécessairement saisir tout ce qu'ils vivent, là, mais quand même, je pense que ça reste très important, puis de se préparer là, à ces rencontres-là, je veux dire, d'arriver disposé à la faire, trouver des bons moments, autant pour nous que pour eux, là. Ça reste important justement pour essayer d'évacuer qu'il n'y a pas une grosse situation de stress ou évacuer les émotions là, Tout à fait, parce que de nos discussions. Là, ouais. on parle beaucoup de l'aspect parents, de l'école. On parlait aussi beaucoup, très peu d'enseignants. C'était ma question. Est-ce qu'on avait parlé qu'on présente des capsules aux parents? Est-ce qu'il y a une formation qui est déployée pour justement faire la gestion de cas avec les relations pour l'enseignant également? Parce que comme Stéphanie t'a mentionné tantôt, c'est pas nécessairement qu'il y a un apprentissage qu'on fait lors de notre parcours, on le fait sur le terrain. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe des formations ou des méthodes de travail au sein de ton établissement pour mieux soutenir, pour mieux outiller les enseignants dans cette étape importante du parcours pour tous les jeunes? Oui, parce que quand on parle à beaucoup d'enseignants, c'est un dossier qui est très difficile. Oui, une bonne charge. Donc, c'est quand même une belle question. Oui, puis en fait, bon, ça tombe très bien. Actuellement, on a décidé cette année d'investir justement du temps dans les journées pédagogiques, même du temps, là, l'équipe de surveillance aujourd'hui était en formation avec le CIUS beaucoup sur les actions positives, les interventions positives, bienveillantes. Donc, on a une association avec eux. Et puis, justement, on parlait tout à l'heure des émotions, du cerveau. Fait ça, c'est des éléments où les enseignants, ça a été un beau rappel, là, un peu comment le cerveau fonctionne, hein, puis de se rendre dans le frontal là, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, le bon jugement. Mais quand on est dans une situation de stress ou quand il y a justement beaucoup d'émotions, ben là, arriver avec des solutions bien réfléchies, c'est pas si simple. Fait que ça a été un rappel. Et après ça, ben de l'attacher à des situations concrètes. Finalement, ben on se rend compte avec l'ensemble de l'équipe, ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir ça, de voir, OK, ben c'est vrai qu'il y a des moments plus précis où on doit peut-être se retirer d'une intervention puis se faire aider par notre équipe. Fait que tout ce soutien-là à l'équipe, d'avoir une belle équipe de direction, de professionnels, de surveillants, d'enseignants, qu'on travaille ensemble, qu'on suit les mêmes valeurs, c'est essentiel. Si on est capable d'avoir une équipe qui reste, une équipe présente, je pense que il faut absolument comme direction investir dans ce type de formation-là pour une meilleure cohésion dans notre équipe. Ah, c'est certain. Puis il faut établir aussi une procédure, je pense, face à, justement, quand on vit une situation difficile avec un parent, parce que des fois, les enseignants sont dépourvus, ils savent pas quoi faire, ils se font menacer souvent par les parents. On va parler à la direction comme si on vient un peu minimiser l'enseignant à travers ça. Donc, j'ai pas connu beaucoup d'écoles où est-ce qu'il y avait nécessairement une procédure à prendre ou à suivre lorsqu'il y avait justement des cas un petit peu plus délicats, je te dirais, avec certains parents. Fait que c'est sûr que c'est une nécessité qui est là parce que ça peut devenir une charge mentale très lourde pour les enseignants sur le terrain qui n'ont pas nécessairement les outils sur comment gérer, puis qui n'ont pas nécessairement non plus le soutien à travers ça. Je peux me permettre, là, il faut que les enseignants aillent le voir la direction, voir un collègue, voir un professionnel, dire avec telle relation avec le parent, ça fonctionne pas, il y a cet élément-là qui... parfois c'est avec les émotions ou d'autres fois c'est le temps, la répétition de demandes, faut aller voir la direction puis pouvoir justement être capable de prendre le temps, prendre du recul, voir les prochaines étapes puis se faire appuyer notre direction. C'est pour ça qu'on est là. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter. Puis là, je parle aux jeunes enseignants, là. Allez-y voir vos directions. Ils sont pas là, vous allez pas perdre votre emploi parce que vous allez poser une question puis vous allez soutenir. C'est le contraire. On est toujours très content de vous appuyer, de vous aider à vous former, de vous coacher. En tout cas, là, peut-être je reviens de mon côté, mais je suis convaincu que c'est des directions qui écoutent, ils vont penser la même chose parce que il faut oser aller les voir. Oui, c'est ça, puis pas avoir peur parce que oui, il se peut que l'enseignant ait fait une erreur dans son approche. Ça peut arriver, donc c'est pas autant du côté du parent que du côté de l'enseignant. Mais je pense que l'enseignant ne devrait pas avoir la peur ou la crainte de discuter. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va venir justement outiller
où on va venir mieux soutenir pour que justement qu'on soit encore meilleur dans cette gestion-là. Puis ça a été un apprentissage pour moi aussi parce que des fois, quand on recevait des courriels, on les lisait justement avec une émotion différente de ce que le parent voulait nécessairement dire. Et là, c'est pour ça que, comme tu as dit, les rencontres... des fois, là, un appel téléphonique change complètement. Le courriel, le nombre de fois de courriels que j'ai lu, puis j'ai fait... la personne est fâchée, j'appelle, puis finalement, ça finit par merci pour votre travail. Mais ça peut être une source de stress très, très grand, là, qui peut impacter beaucoup de sphères l'enseignement. Ouais. Donc, en allant de l'avant, d'aller chercher vraiment les émotions, un appel téléphonique, ça peut être de 5 minutes, là, pas obligé d'une demi-heure, là, mais ça peut changer complètement la dynamique du parent. Justement, je voulais savoir, vu que tu as fini... il n'y a pas si longtemps que ça, tes études. Ouais. Est-ce que tu as vu réellement un changement dans le moyen de communication? Parce que maintenant, les parents ont accès à l'enseignant presque 24/7, là, parce qu'il y a il y a des applications, ils peuvent se texter. Est-ce que ça a un impact néfaste ou positif? C'est sûr qu'il y a un impact, mais là aussi, il faut se regarder comme professionnel, là, puis pouvoir nous aussi choisir nos moments où on va les prendre, ces communications-là. On parlait juste d'un courriel, là, la lecture de ce courriel-là à 22 heures avant d'aller se coucher versus le lendemain matin à 9h moins quart avant de rentrer en classe, c'est un peu différent, ou le midi. Fait que on peut choisir le moment aussi où on va regarder nos courriels. C'est pas parce que l'instantanéité, là, tout est accessible sur le bout de nos doigts sur notre téléphone qu'il faut prendre ces messages-là tout de suite. Là. On peut se donner aussi un temps là, pour les prendre. Puis ça, je pense qu'il faut l'apprendre. Puis souvent, encore certains jeunes enseignants, non, je le prends tout de suite, je réponds tout de suite. J'allais justement dire, est-ce que ça a été verbalisé par la direction qu'ils vont pas perdre leur emploi s'ils répondent absolument, pas? Absolument, oui. Il y a des délais. Aux parents de l'enseignant a 24 heures avant de répondre. Ouvrable. Ouvrable, oui, mais... Au-delà de ça, la durée, c'est une chose, mais faut réussir à se détacher de la situation présente, de l'émotion ou encore de ce qu'on a vécu dans la journée, là. On vit une journée avec différents stress qui s'accumulent, puis on décide le soir d'ouvrir un courriel. On peut tomber lit avec le bagage. On lit avec notre bagage de notre journée. Exactement. Puis ça, faut réussir en tout cas comme professionnel à trouver son espace quand c'est le temps de le faire. Alors oui, la communication a évolué, là. Ça, c'est certain depuis le début de l'enseignement versus maintenant. C'est que les moyens sont multiples. On peut recevoir, on peut se faire écrire par Messenger parce que sur Facebook ou Messenger, le parent nous connaît, a trouvé des amis communs. On peut on peut parler par d'autres plateformes scolaires. On peut aller par courriel. On a le téléphone. Puis, si on a partagé notre cellulaire avec quelqu'un, on a un texto aussi. Alors là, on vient d'avoir juste des accès de communication qui sont multiples. Il faut être capable là, comme professionnel aussi d'avoir ses limites. Moi, je pense que ça, c'est important de le faire encore une fois, communiquer avec nos parents, de dire, moi, c'est ça la plateforme de communication. On reste à celle-là. Et puis sinon, on parlait, oui, le téléphone peut devenir bien important. Là, une vraie communication que par écrit, ça va changer beaucoup de choses. Puis Teams peut devenir intéressant, je disais tout à l'heure, de pouvoir aller dans le milieu du parent. Pour le parent, parfois, c'est plus facile de dire, oui, sur l'heure du dîner, on va se parler, OK, ça va peut-être être un 5 minutes, justement, plus court, de réussir de se voir, d'échanger rapidement. Ça peut être aussi intéressant de le faire. Fait que ça, je trouve que c'est une force là, que ça nous dans les communications, de pouvoir se voir, se regarder, prendre le temps. Puis c'est facilitant. Sinon, c'est de saisir des opportunités en présence aussi. Ça, j'y crois encore tout le temps. Mettre l'accent sur quand lire le message, aussi accepter, surtout comme tu dis, comme jeune enseignant, des fois, on veut tout faire, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut bâtir une belle relation avec tout le monde. Fait que de pas, justement, de prendre du recul puis de comprendre qu'il y a un temps à prendre ses courriels, il y a un temps pour répondre. Puis si la situation commence à devenir plus délicate, d'aller vers un appel, d'aller à une rencontre. Donc, c'est vraiment prendre les étapes. Mais c'est ce qui est un peu triste à travers ça, c'est que c'est pas nécessairement un apprentissage qui se fait avant de se retrouver sur le terrain. Donc, c'est important d'avoir une... Les stages servent bien, mais encore là, les stages, on a l'enseignant associé qui est là, qui exactement. nous donne le coup de main, mais je pense qu'il faut que ça se vive. Des éléments qu'il faut qu'ils se vivent aussi là, dans cette expérience-là. Mais c'est juste de savoir que t'as de l'appui, t'as quelqu'un pour t'aider, t'as quelqu'un qui l'a vécu probablement. Alors, parle à tes collègues, ton mentor, ta direction, c'est essentiel.
Oui, parce que c'est important de régler le conflit pour le bien-être du jeune. Parce qu'en Oui. bout de ligne, toute cette relation-là, tous ces échanges-là, c'est pour le bien-être du jeune, pour lui permettre de vivre une réussite. Oui. Ben, ça, c'est très bien. Est-ce que, selon toi, j'aimerais ça savoir, comment t'envisages-tu l'évolution, en fait, de la relation dans l'avenir entre les parents, les enseignants à l'école? Est-ce qu'il y a des améliorations que tu aimerais voir? Ben, en tout cas, c'est certain qu'il faut pas que ça diminue, là. C'est peut-être, je sais pas s'il y a des améliorations nécessairement, mais il faut conserver ce lien-là avec les familles. C'est une responsabilité qui est partagée, l'éducation du jeune. Faut continuer à communiquer. Faut aussi que les parents nous fassent confiance, mais pour ça, faut le développer, ce lien de confiance-là. Faut que les parents fassent confiance à l'école, fassent confiance au développement de son école. Faut que j'irais plus là. C'est certain qu'il faut pas que ça diminue. J'aurais pas nécessairement d'objectif précis là. Puis comment t'inspires la confiance, justement, auprès des parents avec l'école? C'est un peu ce qu'on mentionne depuis le début, là. C'est tout avec la communication, c'est avec l'intégrité, c'est avec une bienveillance qui est constante, une cohésion dans l'équipe. Puis c'est avec humilité aussi. C'est avec reconnaître ce qu'on fait, ce qui parfois, oups, OK, c'est vrai, cet élément-là, on peut le travailler, on va le travailler en équipe. Et puis revenir avec le parent, dire oui, on a avancé cet élément-là, puis merci de l'avoir questionné parce que c'est quelque chose qu'on a pu régler. Fait qu'il faut être humble comme professionnel individuellement, mais aussi comme équipe s'il y a quelque chose qui est à améliorer. Donc là, on parlait de quoi améliorer dans la relation qui est plus difficile à répondre, mais on a constamment évolué avec nos enfants, avec la différence de nos enfants. On a constamment évolué avec les parents, constamment à s'adapter. Faut rester très humble et puis continuer, nous, à se perfectionner, à avancer, continuer à apprendre, à se référer, à poser des questions comme professionnel, puis tout à fait. comme milieu. Je vais parler rapidement de l'importance de la constance, de la cohésion d'équipe. C'est certain que reste à nos valeurs. Ben, c'est un autre sûr élément. que c'est une base. Toi, Stéphanie, comment t'inspires la confiance auprès des parents de tes élèves? En fait, en début d'année, en général, j'envoie un document qui met sur table mon style d'enseignement pour que le parent soit au courant. Donc, je partage un document. Puis après, étant donné que durant l'année, je suis cohérente, puis je suis ce document-là, c'est plus ma manière de fonctionner, et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus facile de faire référence à ce document-là. Puis la confiance, et lorsqu'il y a une situation un peu plus complexe, ben je prends les devants pour communiquer, envoyer un petit courriel, un appel si nécessaire. Moi, je suis prêt à première approche courriel, deuxième approche appel, là. Donc, en voyant que je suis disponible, que je travaille avec l'enfant pour l'enfant, la confiance est plus facilement donnée à l'enseignant. Oui, tout à fait, parce que c'est ça qui est essentiel aussi pour les jeunes enseignants qui nous écoutent. C'est vraiment de bâtir une formule dès le départ, donc partager un peu ses valeurs éducatives, pédagogiques dans la classe. Moi, j'aime ça en tant que mère, même, je mets mon chapeau de maman et non pas de pédagogue, mais quand je reçois des choses de la part des enseignants de mes enfants, où est-ce qu'il faut qu'on collabore ensemble sur les objectifs de ce que l'enseignante souhaite, ce que l'enseignant va vouloir vis-à-vis de la discipline, l'apprentissage de devoirs, et où est-ce qu'on collabore les deux, et que ça devient quelque chose sur une base régulière, à peu près à tous les mois. On a comme un devoir ensemble. Je trouve ça super intéressant parce que ça vient également m'impliquer dans le cours en tant que parent. Fait que justement, cette espèce de confiance où ce que je commence, OK, c'est vraiment un travail d'équipe parce que je suis capable de voir le travail de l'enseignante et le travail de ma fille. Et là, moi aussi, qui met un peu ma touche. Je trouve que ça vient vraiment démontrer le travail d'équipe fait toute la différence dans cette progression d'apprentissage-là. Mettons, toi, quand tu vas à des rencontres de parents pour tes enfants, est-ce que tu le vois sur un autre angle? Est-ce que... Ben, personnellement, là, moi, j'ai confiance, là. J'ai confiance aux personnes qui sont avec notre enfant, qui peut arriver des petites erreurs, des maladresses, là, mais rien, pour moi, de mon côté, là,
je veux parler à l'enseignant, je veux le connaître, savoir un peu sa façon d'agir. Mais j'ai confiance là aux équipes écoles. On a des milieux en ce moment. Là, je vais parler de ce que j'ai connu là, mais on a des milieux ici qui a des belles structures, oui, il y a des directions qui parfois se partagent des écoles, mais il y a des directions qui sont présentes, il y a des responsables de services de garde, il y a une équipe en arrière, il y a des spécialistes là, au primaire, les spécialistes qui soutiennent aussi, il y a puis les spécialistes sous des autres matières qui vont soutenir l'enseignant titulaire. Alors, je suis convaincu, là, j'ai une grande confiance aux équipes là, qui sont présentes, puis qui sont capables de corriger, de s'amender, de travailler avec leur direction là, pour s'améliorer s'il y a quoi que ce soit. Alors, moi, personnellement, là, au contraire, c'est avec une grande confiance que je rencontre les enseignants qui travaillent avec les enfants, avec mes enfants. Je partage 100% ton opinion parce que c'est une réalité également. C'est tout simplement, moi, je confiance totale parce que je vois tout le travail qui se trouve derrière en tant qu'enseignante. Je vois toute l'équipe que ça implique, toutes les personnes impliquées de près et de loin, pas juste les enseignants, les personnels non enseignants, toute l'équipe. Fait que mon enfant qui se retrouve dans les murs d'une école, il y a une confiance totale, justement, puis c'est quelque chose que je souhaiterais à tous les parents, en fait, d'avoir cette confiance-là parce que de voir de notre regard toutes les étapes pour se rendre où est-ce qu'ils sont, c'est incroyable. Fait que c'est vraiment des spécialistes, puis ils sont là pour le bien-être du jeune. Donc, justement, je veux savoir, as-tu des recommandations pour des enseignants qui veulent bâtir des relations solides et positives avec les parents? Ben, c'est prendre le temps, pas avoir peur, être capable d'aller, respecter ses limites aussi, là. On est notre personne, faut se connaître un petit peu puis savoir comment on est avec les parents, avec les autres adultes. Fait que c'est bon donc de bien se connaître, d'oser, de leur parler, et puis de se faire soutenir, de recevoir de l'aide quand on en a besoin. Il faut oser ça aussi. On en a parlé depuis tantôt, là, mais ça, c'est très, très, très important. D'aller chercher l'aide quand nécessaire. Faut pas être mal à l'aise de le faire. Et puis, je vous le dis aussi, choisissez votre temps pour prendre vos communications écrites. Choisissez-le. C'est avec l'expérience, même à la direction, c'est un élément que j'ai modifié dans ma pratique. Alors, c'est sûr qu'il y a des situations là qui demandent de l'urgence. Là, ça, il faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Il y en a où ça doit être urgent, puis il faut s'en occuper tout de suite. Mais les situations urgentes, il y en a quelques-unes. Sont toutes importantes, mais sont pas nécessairement toutes urgentes. Les situations à s'occuper. Alors, il faut être une belle distinction là à classer quand on est en enseignement, quand on commence, même quand on évolue dans notre expérience. Alors, ça, c'est ça. C'est pas mal. Ça finit sur une belle note. Écoute, le temps, il file vraiment rapidement. Beaucoup de plaisir à discuter justement de cette relation-là que on a tendance à cacher à l'ombre souvent. On va parler beaucoup de pédagogie, beaucoup de ce qui se passe entre les murs, mais pourtant, cet aspect-là, il est crucial dans le développement de l'enfant, dans son bien-être, sa réussite scolaire. Donc, je trouve ça super intéressant et très important qu'on ait pu aborder ce sujet-là. Puis également à tous les parents qui nous écoutent, pas seulement les enseignants, de comprendre que justement, c'est un travail d'équipe et ensemble, et on va pouvoir accomplir de grandes choses pour le jeune. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on arrive vers la fin et on tombe dans notre petit top chrono à connaître. Okay. Oui. Donc, on a quelques petites questions rapides et on t'invite à répondre avec ce qui vient le plus rapidement afin de connaître mais qui est Philippe Saint-Laurent. Okay. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau moment en éducation que tu as vécu? J'ai quelques beaux moments là. Justin. Je vais mélanger ça ensemble parce que j'ai eu la chance d'enseigner en éducation physique, qui, vous allez peut-être en témoigner, c'est la meilleure matière à enseigner, particulièrement au secondaire. Après l'anglais. Pardon? J'ai dit après l'anglais. Oui, c'est ça. Moi, il y a quelques moments que j'ai vécu où j'enseigne en éducation physique, où j'étais entraîneur de basket, où je vois les élèves qui vont choisir ce métier-là, qui vont choisir l'enseignement en éducation physique ou qui vont aller entraîner. Alors, j'ai une grande fierté, même si eux m'en parlent pas nécessairement, mais de les voir évoluer comme entraîneur ou comme éducateur physique
quand j'ai eu la chance, moi, de les rencontrer à ce moment-là, puis peut-être des inspirer un mini pourcentage, j'espère. Mais ça, c'est une grande fierté. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. C'est une belle fierté. Puis est-ce que tu pourrais nous dire ton plus grand apprentissage que tu as fait au courant de ta carrière? Oh! Parce que là, il faut que je parle un petit peu aussi de la direction quand même. J'ai parlé d'enseignement. Oui, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a permis à faire? Ça a transparu dans le reste de mes réponses. Mais c'est d'oser aller chercher de l'aide, oser aller chercher des recommandations, des discussions avec d'autres. Moi, comme directeur général, actuellement, j'ai un réseau que je vais aller échanger avec eux, questionner, challenger mes décisions. Puis avant de revenir, et là, je me sens encore plus outillé, encore meilleur pour travailler, puis pour avancer dans un dossier ou dans l'autre. Fait que c'est quelque chose qui parfois, là, particulièrement au début, non, je veux démontrer là, que je suis capable. Là. Mais on reste à s'ouvrir, à partager. On devient vraiment plus fort, puis on devient avec des meilleures décisions. Alors, ça, c'est un élément que j'ai appris, puis que j'invite, on m'a entendu depuis tantôt, là, que j'invite à le faire parce que c'est essentiel, ce travail d'équipe-là. C'est très bien, ça. C'est un bel apprentissage. On n'apprend pas dès le début. Demander de l'aide. Des fois, on pense que c'est une faiblesse, mais c'est une marque d'intelligence aussi d'être capable d'aller chercher au bon endroit. Au bon moment et au bon endroit. Fait que ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui t'a fait sourire? Beaucoup de choses. Ouais. Là, c'est le lien avec le personnel avec qui on travaille à tous les jours. Pour moi, c'est important. Et puis, je pense que faut trouver toutes les situations. On peut s'amuser, avoir du plaisir, rire. Dans mon équipe, j'ai la chance où je vais promouvoir ça aussi. Là, je suis capable d'avoir du fun à longueur de journée. Alors, tout peut me faire rire. Absolument. Ah, c'est tout génial. Peut me faire rire. Des belles réponses d'enfants quand on leur donne des consignes j'en doute pas. C'est extraordinaire. C'est tout, au primaire, là, il y a des perles, là. Ouais. Ah, tu peux presque faire un mur, là, avec des petites... Parce qu'en anglais, langue seconde aussi, il y a des perles tout à fait. parfois. Pareillement. Mais non, je vais rire de bon donc, cœur. Au quotidien. C'est vraiment... Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment... C'est génial. Puis, une petite dernière, en fait, qu'est-ce que tu souhaites pour l'éducation ou quel changement tu souhaites pour l'éducation? Je pense que les changements qui avancent actuellement autour de l'évaluation, donc de diminuer l'évaluation, de faire confiance au jugement professionnel d'enseignants, le travail par compétence, et même de centrer l'apprentissage sur les compétences plutôt que sur les matières. Pour moi, c'est une vision qui peut être franchement intéressante. Il y a des écoles au Québec qui ont commencé à évoluer dans cet élément-là un peu partout dans le monde aussi. Alors, toute cette approche par compétences qui, avec la réforme, la vieille réforme qui nous ont dirigés tranquillement, disons, vers ça, ben là, je pense qu'il y a une tournure importante autour de cette évaluation-là qui peut amener l'éducation ailleurs, qui peut nous faire vraiment changer notre structure aussi. Il faut être ouvert à ça, il faut regarder ce qui se fait. Et puis, je pense que ça, c'est un changement en éducation autour de l'évaluation qui peut amener un beau renouveau. Je pense que... On peut pas finir sur un plus beau mot. C'est exactement, c'est notre dada, l'évaluation. Donc, on veut juste spécifier que... J'ai pas été payé. Exactement, on veut que ça soit clair. Non, vraiment pas. C'est un sujet qu'on partage. Écoute, Philippe, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci. Merci beaucoup, merci. Puis merci d'avoir partagé, merci d'avoir été transparent avec nous et d'avoir partagé ton expérience ainsi que les bons coups de ton école. C'est le fun de voir qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent. On le savait déjà, mais c'est le fun quand on le partage. Donc, au plaisir de te recevoir une autre fois. Et Stéphanie, à la prochaine, notre prochain balado. À la prochaine fois, avec plaisir. Certainement. Puis pour tous vos besoins en évaluation, justement, en parlant d'évaluation, n'oubliez pas d'aller voir zilexo.com. Merci à tous et toutes et à la prochaine. Au revoir.
Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur.